Bon après-midi à tous les Africains et à tout le monde qui va suivre cette vidéo. Hier dimanche, les lampions se sont éteints au Qatar. Oui, c'est terminé avec la Coupe du Monde. Félicitations aux organisateurs. C'est une compétition qui s'est déroulée sans un incident majeur. Ça a été la fête de la jeunesse du monde. Félicitations à la France des Noirs. Je dois la qualifier de cette façon. Félicitations au fils Kylian Mbappé avec tous ses coéquipiers sans distinction de race. Vous nous avez offert un jeu très explosif qui a failli causer des coups de cœur à beaucoup de gens. Certains parmi nous se sont retenus, ont retenu le souffle, et surtout quand l'égalisation du troisième but est arrivée. Eh ben, l'Argentine a remporté la coupe. Cela ne veut pas dire que vous avez démérité. La France des Africains a mérité, jusqu'à ce niveau, de devenir vice-championne du monde en cédant la coupe qu'elle a détenue pendant ces 4 ans après leur victoire de la Russie. Et j'espère pour le moment des racistes tels que Éric Zemmour et Marine Le Pen ne vont pas invalider le visa ou annuler la nationalité des Noirs parce qu'ils n'ont pas remporté la coupe pour la France. Parce que nous devons nous le dire, les 2 tiers et demi de l'équipe française est composée de Noirs. N'est français que celui qui remporte une victoire pour la France. Et quand on ne remporte pas une victoire, on utilise des adjectifs de distanciation, comme quoi, eh ben, Kylian Mbappé, c'est un franco-guinéen, c'est un franco-sénégalais. Tel Claude Makelele, c'est un franco-congolais, etc. Mais quand ils gagnent la coupe, quand ils remportent une ceinture, une médaille, ouais, ils deviennent tous des Français, n'est-ce pas? Alors j'espère que vous n'allez pas chasser nos enfants sur cette terre parce qu'ils ont fait la fierté de la France plus de 2 fois et plusieurs fois. C'est pour vous prouver que cette race que vous, le raciste, méprisez, est la meilleure. Nous l'avons prouvé partout sur tout le terrain sportif du monde. Nous l'avons prouvé. Alors, un raciste tel que Nicolas Sarkozy, un ignorant qu'il est, qui a osé dire que le noir n'est pas entré dans l'histoire, il est amnésiaque. Je ne sais pas s'il parle de quelle histoire, sportive, scientifique. Il parle de quoi? Politique, pour dire que les Noirs n'est pas entré dans l'histoire. Lui non plus n'est pas entré dans l'histoire parce qu'il est meurtrier, il est venu tuer un arabo-africain, Muammar el-Kadhafi. Lui n'est pas entré dans l'histoire par la grande porte. C'est un meurtrier, un discriminateur, un ségrégationniste, un envieux qui est venu tuer un Africain pour ses richesses. Il en est de même avec Macron, qui est venu tuer Idriss Déby, un autre noir. Et en parlant de Macron, je dois le féliciter. Hier, il est descendu sur le terrain après que la France
la France des Noirs ait perdu la victoire, il est venu sur le terrain consoler les siens. Ça a été un geste majeur que je félicite. Il y est allé un homme simple, un citoyen ordinaire, sans peur, et il se mélangeait à tout le monde. Si c'était chez nous en Afrique, Macron, quand un président descend sur un terrain, dans une foule comme ça, eh ben, on verrait des escadrons de morts intimider les gens avec des armes lourdes, des armes de guerre, des fusils d'assaut pour impressionner qui veut le voir. On en voit avec les escortes présidentielles en Afrique. Quand vous voyez Museveni ou Kagame, et à l'époque de Mobutu, n'en parlons pas, eh bien, sa présence au sein de la foule, c'était le début d'une guerre. Mais M. Macron, tu l'as bien fait, tu es descendu sur le terrain et tu te mélangeais aux autres comme un être humain ordinaire. Coup de chapeau, M. Macron, c'est à féliciter. Et j'espère que tu as apprécié les efforts que les athlètes franco-africains ont déployés pour mériter la deuxième place de cette Coupe du Monde. La France n'a pas de mérité. Merci beaucoup. Et cela nous amène à parler de la vie des Noirs à travers le monde. Lorsqu'un policier américain a, avec son genou, étranglé un Noir, George Floyd, aux États-Unis, l'année passée, le monde a bougé. Et il y a un slogan qui est sorti. En anglais, on dit Black Lives Matters. La vie des Noirs vaut son pesant d'or. Mais pour nombreux, soi-disant, blancs, race supérieure, la vie d'un homme noir ne vaut rien, malgré notre entrée dans l'histoire par la grande porte. Nous avons construit la Maison Blanche. Nous avons construit beaucoup de sites et d'infrastructures à travers le monde que vous, les soi-disant blancs, n'avez pas construit. On a tué George Floyd. Et partout, le sort du noir est resté le même. Depuis que les Portugais ont pris contact avec le continent africain, après la bulle du pape Nicolas, qui a poussé les soi-disant blancs à venir voler les terres des Noirs et tuer les Noirs, sous prétexte qu'ils étaient des ennemis de Jésus-Christ, un Jésus-Christ qui n'a jamais existé. Et nous savons que cette légende biblique a tant profité au Vatican et à tous ses complices. Les Noirs dans le monde ont tellement souffert. Partout à travers le monde, c'est la tragédie de la négritude. De l'Afrique aux Amériques, en Asie, c'est toujours le Noir qui a souffert. Je ne lance pas un cri d'alarme, je suis en train de dénoncer. Et j'interroge les soi-disant leaders africains quand chaque année, ils vont dans un sommet annuel à Addis Abeba, entendez, la capitale de l'Éthiopie. C'est chaque année où les leaders africains se rencontrent là-bas et on se demande, ils vont parler de quoi à tout moment. Je peux déduire qu'ils y vont pour prendre des bières, des champagnes, manger des repas copiés,
s'égaver tout ce qui est délicieux de différentes cuisines du monde, s'échanger des cartes de visite, des numéros de téléphone et passer un bon temps avec soit leurs épouses ou leurs maîtresses dans les hôtels. Je ne pense pas que ces gens, entre guillemets, ces leaders, discutent des problèmes africains. Parce que les problèmes africains restent les mêmes. Je sais ceux qui ont osé parler en ont payé de leur vie. Les Patrice Lumumba, les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, bien qu'il n'y avait pas un coup d'État qui l'a emporté, les Sékou Touré, les Thomas Sankara, les Idriss Déby, et j'en passe, ils en ont payé de leur vie parce qu'ils ont osé parler, dénoncer, résister l'impérium de celui qu'on appelle faussement l'homme blanc. Mais du fait que les problèmes des Africains demeurent les mêmes, il y a de quoi s'interroger qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas. Prenons l'exemple d'un pays, de la Mauritanie par exemple. Euh, en Afrique, en Afrique de l'Ouest, oui, c'est en Afrique de l'Ouest. La Mauritanie, je pense, suivant l'étymologie, provient du mot mour. Les mours, c'était des noirs. Tantôt les gens les appellent les morts. Euh, et ça a donné le nom du pays que nous appelons la Mauritanie. Eh bien, l'une des causes, euh, vous savez, des conflits dans l'ancien Soudan, par exemple, était la maltraitance des Africains euh, islamisés du nord du Soudan contre les Africains noirs, nègres, christianisés, vous savez, du sud du Soudan. Euh, les résultats de ce conflit religieux, on les connaît. Après des décennies de conflits euh, et de guerres, bien que les enjeux économiques y sont liés, le résultat ou la conséquence euh, était que le Soudan avait été scindé en en deux parties, le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Parce que ceux qui sont islamisés au Nord, nombreux parmi eux ont des teints clairs, méprisaient les Noirs qui sont au Sud. Vous savez, le Soudan du Sud, comme on le connaît, c'est un pays de Noirs et de personnes grandes de taille. A country of tall and black. Ils sont tellement noirs. C'est ça notre peau, à nous. Il y a eu cette scission en seul pays. La religion les a séparés, comme je venais de le dire, avec les enjeux économiques. Mais c'est surtout le soubassement sur le mépris de la race noire. En Mauritanie, l'esclavage des Noirs jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'au temps moderne, se poursuit. Euh, Jusqu'à nos jours. Euh, en Mauritanie, l'éducation n'est pas autorisée euh, aux familles des nègres. Il y a là-bas une élite arabo-berbère qu'on appelle Al-Baïdan. Ces gens-là, ce sont des descendants euh, des conquérants arabes euh, qui continuent à maintenir le noir
au bas de l'échelle sociale. En Mauritanie, les Noirs, les nègres sont appelés euh, des Aratines. Vous m'excuserez si je prononce mal les termes. Les Aratines, ce que signifie, ce qui veut dire les esclaves. Tout noir en Mauritanie est appelé Aratine. C'est une insulte, c'est un terme méprisant. Les Noirs sont effacés dans toutes les sphères sociales. Il est rare de trouver dans les sphères gouvernementales des ministres noirs ou nègres, mais même s'il peut y en avoir, en tout cas détenir des postes de portefeuille, c'est rare. On leur donne peut-être des petits postes, ministre de l'information, peut-être ministre de la culture, mais les postes clés gouvernementaux sont confiés à cette élite arabo-berbère qui maltraite les Noirs. Or, les Noirs sont autochtones. Les arabo-berbères sont des envahisseurs, des conquérants. Mais alors, je me demande, que font les présidents africains quand ils vont dans des sommets de l'OIA où ils ne discutent pas de la question d'esclavage chez nous, dans notre continent, en Afrique. On n'en parle pas. Ces gens sont gommés sur la liste des personnes, les Mauritaniens, des Noirs comme nous. Les dirigeants africains vont dire quoi? Vont discuter quoi? Ils ne mettent jamais la question des Noirs dans l'agenda des points qu'ils discutent lors des sommets, lors des réunions. Oui, je sais que dans sa genèse, l'Organisation de l'Unité africaine a produit des résultats concrets en précipitant l'indépendance de beaucoup de pays africains qui n'étaient pas indépendants. Kwame Nkrumah avait d'ailleurs dit que le Ghana ne sera pas indépendant aussi longtemps que toute l'Afrique n'est pas encore indépendante. C'était bien. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? L'Union africaine, c'est devenu presque un club d'amis qui vont en villégiature, ils vont en congé, ils vont en vacances, mais le résultat concret n'est pas là. Comment peut-on comprendre que le continent africain, c'était quand la tragédie humaine et économique se déroule au Congo? Pendant plus de 2 décennies, des Noirs armés par les impérialistes occidentaux déciment la population congolaise. Et les Africains se taisent, ils sont calmes, ignorant que les guerres qui sont financées en Afrique ont un but commun: appauvrir les Noirs et décimer la race noire pour que les soi-disant blancs, entre guillemets, restent majoritaires sur la planète Terre. Mais on arme des présidents idiots, des sous-fifres des Occidentaux qu'on élève au rang des leaders, des voyous et des idiots tels que Paul Kagame, des imbéciles et des gourmands tels que Museveni. Ce sont des nègres comme nous, mais qui sont contents d'être armés pour décimer leur propre race. Ça ne passe pas dans leur tête. Ils sont contents, tellement contents. Les Tutsis sont les premiers
à se plaindre que non, ils sont minoritaires, ils doivent être protégés, c'est une espèce rare, comme je l'ai dit dans ma vidéo de la semaine passée. Mais comment pouvez-vous vous plaindre ou vous présenter comme étant une minorité, mais qui provoquait des guerres et qui acceptait d'être armé par l'ennemi de votre propre race? C'est de l'idiotie. Kagame, c'est un idiot. Museveni, c'est un idiot. Et ils se disent qu'ils sont des panafricanistes. Mais ça ne tient pas la route. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de ces gens-là? C'est le prestige. Qu'est-ce qui ne va pas dans leur tête? Eh bien, comme on le dit dans ma langue, hein, un lion, quand il est encore jeune, est fort. Mais il arrive des fois, les lions dorment. Il arrive des fois, les lions vieillissent. Il arrive des fois, les lions est blessé. Les lions ou les léopards ont l'habitude d'attraper d'autres animaux, de les tuer, de les manger. Et quand ils laissent des déchets, il y a d'autres animaux tels que les hyènes et les autres carnassiers ou carnivores qui mangent les déchets que les lions laissent. Les lions ou les léopards se mettent même à tuer d'autres animaux dans la forêt qui ne mangent pas. C'est un sport pour eux de tuer d'autres animaux. Mais quand les lions ou les léopards vieillissent ou quand il est blessé, ce sont ce même ramasseur de déchets qui se mettent à les chasser et à les pourchasser et à les manger même. Monsieur Paul Kagame et Museveni, cette petite historiette de félin de la forêt doit éveiller votre conscience et votre subconscient si vous les avez. Je ne pense pas que vous avez un subconscient. Vous devriez vous ériger en part contre l'impérialisme et le néocolonialisme des Africains. Vous avez, vous deux, la peau noire comme tous les autres Africains. Quand bien même qu'on vous flatte que nous, vous êtes la race supérieure, ce n'est pas la taille qui fait la supériorité d'une personne. Nous connaissons de tous ceux qui sont trop courts. Nous ne voyons rien de supériorité en vous. On n'a jamais appris qu'un Tutsi a inventé ceci et cela. Aucun de vous. Vous êtes seulement des sous-fifres, des idiots utiles au service des impérialistes, de chiens de guerre qu'on arme pour chasser d'autres animaux dans la forêt. C'est ce qu'est Kagame, c'est ce qu'est Museveni. En parlant de Kagame, je voudrais vous ramener sur son tout récent discours devant son Parlement. J'en ai un peu parlé la semaine passée. Je révisionnais, revis ce discours du début à la fin au cours du week-end passé. Et je vis remarquer quelque part que Kagame était un homme véridique, bien qu'il a utilisé l'ironie et parfois la franchise dans ce qu'il disait. Quelque part, si vous suivez son discours, dans son mauvais anglais, parce que la langue qu'il parle est un peu semblable à l'anglais, lui et Museveni. Je ne sais pas si c'est l'anglais ou qu'est-ce qu'il parle. En fait, on peut leur pardonner parce que l'anglais n'est pas notre langue. Ils fournissent un effort de parler l'anglais. Oui, mais ce qu'ils parlent, c'est semblable un peu à l'anglais. Oui. Il dit, nous sommes condamnés de causer des troubles au Congo. Mais il y a des gens derrière nous, il y a ce pays, ce plus grand pays, ce plus puissant pays,
qui nous poussent à les faire, mais qui se mettent à nous condamner. Mais toujours, on condamne les Rwandais, c'est les Rwandais, c'est les Rwandais, mais derrière nous, il y a des gens. Suivez très bien les discours de Paul Kagame. C'est un discours d'aveu et en même temps d'accusation. Il accuse les superpuissants que ce sont eux qui l'arment, ou qui les arment, les deux ou les trois, avec les Burundis qui se cachent, qui les arment pour attaquer le Congo. Mais il s'étonne pourquoi ces pays puissants, dans leurs médias, se mettent à accuser le Rwanda. C'est un aveu et c'est une dénonciation qui est bien accueillie. Il s'est bien justifié que lui et Museveni, ils sont des idiots, ils sont des stupides qui sont armés par les grandes puissances et qu'eux manquent l'esprit du patriotisme et de la négritude pour dire non à leurs financiers, que non, les Congolais et les autres, ce sont nos frères. Si vous nous attaquez, alors, si nous les attaquons, alors, nous nous attaquons nous-mêmes. Suivez très bien son discours. Il avoue qu'il est sponsorisé. Il avoue que c'est lui qui a commis les génocides. Il avoue que les Rwandais volent. Parce que quelque part, comiquement, il dit, we are not thieves, we are not stealing anything, but those who are behind us know that each dollar they give us is well used. Il dit que ceux-là qui nous donnent des subventions savent très bien que chaque dollar qui tombe dans notre escarcelle est bien utilisé à bon escient. Il avoue ça. Suivez très bien. Ça signifie que nous, les Congolais et les autres, nous ne devons pas voir seulement Kagame, Museveni et les autres comme étant les seuls agresseurs du Congo. Nous devons diriger nos attaques, nos propos également à leurs sponsors, tels que l'Amérique, tels que Bill Clinton, tels que Macron, tels que l'Angleterre, tels que Tony Blair et le Canada et toutes les autres puissances qui sont derrière ces gens-là. Il les accuse, il les dénonce. Suivez Kagame très bien. Il est clair dans son discours. Mais alors, comme je le disais la fois passée, au lieu que nous ayons toujours l'espoir à la Cour pénale internationale, ou à la Cour, je ne sais pas, de justice pénale internationale, où sont les juristes congolais pour intenter de procès à Bill Clinton, intenter de procès à Tony Blair? Les faits sont là. Et ils vont faire quoi? Ce sont eux qui disent que la justice, le droit international est impartial. Ce sont eux. Mais alors, si ce droit doit les impliquer, mais allons-y. Que faites-vous? Vous avez peur de quoi? Vous, les juristes congolais. Vous vous taisez pourquoi alors que nous sommes agressés par des individus comme nous, des mortels comme nous? Qui est Bill Clinton? Ce que Bill Clinton a fait au Rwanda, tout comme au Burundi, ce sont des coups d'État. Ce sont des coups d'État. Une grande puissance qui vient faire un coup d'État dans des pays pauvres comme ça. Et quand vous vous rappelez encore de l'intervention de l'ancienne congressiste américaine Cynthia McKinney, elle en avait parlé au Congrès américain. Elle avait dénoncé ça. Mais qu'en est-il de nous autres? Ne nous limitons pas seulement à Kagame. Dénonçons tout le monde. Accusons tout le monde. La fois passée, Laurent Désiré Kabila avait seulement accusé l'Ouganda, où le Congo espérait un dotation de plus de 8 millions, ou 8 milliards de dollars. Qu'en est-il du Rwanda? Qu'en est-il du Burundi? Pourquoi on n'a pas accusé les deux autres pays? Qu'en est-il des autres pays qui sont impliqués dans l'agression du Congo et dont les noms sont cités dans l'enquête Mapping et d'autres enquêtes menées par des organisations privées? Ne nous limitons pas seulement à Kagame. Ben, en disant ça,
Je ne défends ni Kagame, ni Museveni, ni le Burundi. Je voudrais juste ouvrir vos yeux et vos oreilles que les problèmes sont complexes et nous devons tacler ces problèmes dans sa complexité. Sinon, nous disparaissons. Les Noirs dans le monde souffrent. Si nous sommes incapables de parler de la souffrance des Noirs sur le continent, je parlais donc de la Mauritanie, au Maroc, en Tunisie, en Libye, après la chute de Muammar Kadhafi, les images ont fait les tours du monde, où vous avez vu comment est-ce que les Arabes maltraitent les immigrants noirs qui tentent de traverser la Méditerranée pour aller chercher une vie meilleure sur l'autre rive de la Méditerranée, donc de l'Europe. On les torturait, on les tuait, on les vendait comme de nouveaux esclaves par les Arabes. Et on trouve à travers l'Afrique une armée des idiots africains qui continuent toujours à devenir des musulmans. Ils se convertissent, ils sont des musulmans. Il ne faut aucun pas de rejet de cette religion d'esclavagisme, l'islam, et même le christianisme, mais surtout l'islam. Ils sont contents, ils arborent de la barbe comme moi, des vêtements comme des princes de Qatar, comme des émirs ou des califes. Ils sont contents d'être appelés Mohamed, Ahmed, Arafat, ceci, cela. Une religion d'esclavagisme. On ne nous aime pas au Maroc, en Tunisie, en Mauritanie, partout on ne nous aime pas. Nous devons démontrer une résistance en commençant à rejeter leur religion et leur soi-disant culture ou valeur. Qu'est-ce que les leaders discutent? De quoi est-ce qu'ils discutent à l'OIA? Pour étendre ce sujet, allez en Inde. Les Arabes ont commencé à vendre les Africains depuis longtemps. Sur la côte africaine, à partir de l'Éthiopie jusqu'au Mozambique, jusqu'au niveau de Zanzibar. Ils étaient en train, même dans mon pays, au Congo, même dans ma province, au Kivu, où ils avaient instrumentalisé des gens tels qu'un Gongolutete, Lumaliza, autrement appelé Rumariza, type pour venir capturer les Congolais et les amener aux Zanzibar et les vendre dans les royaumes arabes, à Oman, en Iran, en Irak, partout là-bas, jusqu'au niveau de l'Inde. Mais bien avant ça, avant que les Indiens des peaux blanches qui s'appellent des Blancs immigrent en Inde, le noir était là-bas, et puis il y avait des noirs qu'on avait amenés en esclavage par les Arabes qui le vendaient là-bas. Quand vous allez en Inde, vous allez rencontrer deux communautés. Il y a la communauté de Noirs qu'on appelle les Sidi. Ce sont des Noirs qu'on avait capturés de l'Afrique et qu'on vendait aux marchands indiens et même chinois. Mais il y a des Noirs qui étaient là-bas depuis des siècles et des siècles dans une île interdite qu'on appelle les sentinelles. Je ne sais pas pourquoi on les a appelés les sentinelles, je ne sais pas, ils gardent quoi. Et cette tribu isolée là en Inde, on les appelle les sentinelles. Dans un archipel qu'on appelle, je ne sais pas, l'archipel d'Andaman, je crois, Andaman et Nicobar. Yeah. Donc, quand vous regardez les images, certains parmi ces noirs-là sont totalement noirs, d'autres sont un peu bleus. Hein? Je n'exagère pas, mais cherchez
images dans les moteurs de recherche, Google, et Yahoo, etc., vous trouverez, ce noir existe là-bas, où aucune personne n'ose aller. Je rappelle qu'il y a un missionnaire américain qui voulait aller les évangéliser. Il en a payé de sa vie. Il avait été tué. Et d'autres gens aussi qui se sont aventurés à aller plus près d'eux. Ces Noirs les avaient tués. Ces Noirs sont là depuis longtemps. Mais observez la maltraitance de ces Noirs que les soi-disant Indiens blancs font contre eux. Quand ils le racontent, ils leur jettent des pots de bananes comme s'ils jetaient aux macaques, aux singes. Et d'après les estimations, ils sont en train de mourir. Il en reste peut-être 300 ou 500 sur l'île. Ils ne sont pas immunisés contre les maladies du monde moderne. Et certains même, on leur donne de l'alcool. C'est la même méthode ou les mêmes méthodes que les blancs, les soi-disant blancs, ont utilisées partout. En Amérique, ils ont amené leur maladie coloniale. Et une fois au contact avec les Indiens, ces gens étaient décimés par des maladies venant de l'Europe. De ces gens qui se disent de la race supérieure avec beaucoup de maladies que les autres races n'ont pas. Ces Noirs qui sont ou qui habitent l'île d'Andaman et d'Aqaba risquent de disparaître pendant que nous, les Noirs, nous sommes ici. Le panafricanisme ne doit pas seulement se limiter sur le continent africain, ça doit s'étendre partout où l'homme noir se trouve. Vous trouvez des Noirs au Vietnam? Lisez les livres du Camerounais Biik. Il vous dira que ce sont les Noirs qui étaient les premiers à habiter la Chine, eux-mêmes le Japon. Moi, j'y ai été. Le panafricanisme doit s'étendre partout pour défendre la cause du Noir. Ça ne doit pas seulement se limiter sur le continent africain. Nous devons mettre dans nos agendas Black Lives Matter. La vie de l'homme noir doit nous imprégner, nous tous, partout. Sinon, nous disparaissons. Et cela m'amène à parler du sommet ISA Afrique. Vous, les présidents africains, vous n'avez pas honte. On vous appelle comme des petits chiens par les impérialistes. L'Amérique est en train de tituber économiquement et financièrement. Elle ne sait pas par où commencer et par où continuer. Ayant peur de la Chine, de la Russie, de l'Inde et d'autres puissances émergentes, l'Amérique appelle les dirigeants africains, venez, 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 sommet Amérique, Afrique. Et vous tous, vous vous jetez dans les avions pour aller répondre présent devant le maître qui a un papier, un carnet d'appel, tel, Félix Tshisekedi, tel, Paul Biya, tel. Ah, vous êtes dans la classe? Ok. Le maître commence à parler. Mais je pense que vous êtes mieux informés que nous, la pauvre populace, que l'Amérique n'a plus rien. 55 millions que Joe Biden vous promet, où est-ce qu'il va retirer ces 55 millions? Seulement toucher le clavier et vous montrer les chiffres à travers l'ordinateur de l'argent qu'ils n'ont pas. Où se trouve cet argent-là? Ils vont vous endetter de l'argent qu'ils n'ont pas. Ils n'en ont pas. Vous avez des matières premières, tout ce dont ils ont besoin. Vous allez accepter, vous entendez 55 millions, ou enfin milliards de dollars. Où est-ce qu'ils trouvent ça? Alors qu'eux-mêmes ont des problèmes très sérieux. Mais allez en Amérique, vous trouverez des clochards dans la rue, des gens qui dorment au bas des immeubles. Ce n'est pas différent de chez nous en Afrique. Vous y allez parce que
Vous voulez partager cet argent, voler peut-être le paix qu'on allait vous donner pour construire des routes ou d'autres infrastructures, vous volez, la population reste la même chose et vous endettez des générations à venir. C'est une honte pour vous. Et mon président de la République, il rêvait toujours de prendre des photos avec Biden pour qu'on dise qu'il a fait une haute diplomatie. Pendant que les gens s'émergent chez lui avec les inondations, et pour lui, c'est un prétexte, non, c'est un phénomène mondial. Ah bon? Quand il n'y a pas d'urbanisation chez toi, il n'y a pas de caniveau, il n'y a rien. Le Congo est presque à l'âge de la pierre taillée. Si vous voulez aller prendre une photo avec le président Biden pour que ta presse mensongère vienne balancer des bobards au peuple congolais que tu fais ou tu mènes une diplomatie de haut niveau. Eh c'est comme Bismarck l'avait dit, une diplomatie sans armes, c'est comme une musique sans instrument. Tu vas demander à l'Amérique de mettre fin à l'agression du Congo et de condamner le Rwanda et l'Ouganda. Tu fais semblant d'oublier que c'est la même Amérique qui arme les agresseurs du Congo. Mais de qui te moques-toi? Te moques-tu, toi, Félix? Tu penses que les Congolais ne connaissent pas, ne comprennent pas ce que tu fais? Les jeux auxquels tu te donnes, tu demandes à Joe Biden, à l'Amérique, d'interdire à Kagame. Ce n'est pas ça la diplomatie. Suis le modèle de la Russie, suis le modèle de la Corée du Nord, suis le modèle de la Chine, suis le modèle du Vietnam à l'époque. Nous devons nous armer nous-mêmes et nous défendre nous-mêmes. Parce que le droit international n'existe pas. La justice internationale n'existe pas. Nous devons nous défendre nous-mêmes. Même s'il y a un embargo, si seulement si cet embargo existe sur le Congo pour l'achat des armes. Mais il y a des armateurs privés partout. On venait de relâcher aux États-Unis un vendeur d'armes russe contre une basketteuse américaine qui avait été arrêtée, emprisonnée en Russie pendant, il y a de cela 9 mois, du fait d'avoir amené des narcotiques en Russie. Voilà, c'est quand il y a la rivalité, l'égalité de force, c'est quand on te respecte. Ce n'est pas en allant s'agenouiller, ce n'est pas en criant, en se lamentant comme un petit enfant qui a besoin de la présence de sa maman ou de biberon. Qu'est-ce qui nous manque, nous, pour écraser le Rwanda, le Burundi et l'Ougandais? C'est seulement la volonté politique. Toi, tu joues à l'hypocrisie pour qu'on dise que tu mènes une diplomatie. Je te le répète, Bismarck a dit, une diplomatie sans armes, c'est comme une musique sans instrument. C'est quelle diplomatie tu mènes? Tu as vu plusieurs fois, Trump a failli se suicider en cherchant à ramener le petit Kim Jong-un de la Corée au bon sens. Il lui a dit, moi, je vais continuer à produire des armes nucléaires. L'Amérique s'est retirée. Aujourd'hui, l'Amérique veut s'attaquer à l'Iran, mais l'Iran continue son programme nucléaire jusqu'à ce qu'il aura l'arme nucléaire. Et nous, ce sont des prières, ce sont des marches, ce sont des chorales, ce sont des marches des églises, des hommes aux longues robes, et mobiliser la presse pour qu'on prépare ton deuxième mandat. Qu'est-ce que tu as produit? Mais toi, tu es un malheureux de président, un vaurien, un néant, un zéro, une loque. C'est ce que tu es. Alors, pour continuer, j'espère que vous tous, vous avez suivi l'interview de M. Moïse Katumbi,
sur une chaîne de télévision française, je pense que c'était France 24 ou TV5. Il en a l'habitude, lui. Hein? Il va en Europe pour déclarer sa candidature aux prochaines élections. Il n'est pas différent d'Étienne Tshisekedi, qui avait l'habitude d'aller au Rwanda, chercher la légitimité auprès d'un agresseur pour venir au Congo. Tu crois que parler du haut de TV5 ou France 24 te donne la légitimité d'être candidat aux élections au Congo? Mais toi, tu es un malheureux, un foutard de candidats présidentiels qui ne sait même pas parler. À partir d'aujourd'hui, je t'appelle monsieur, vous savez. Congolais, suivez son discours, son intervention. Chaque fois quand on lui pose la question, il commence toujours par vous savez, hein, vous savez, hein, vous savez. Hein. Bon, ceux qui te posent la question savent quoi? Mais ça, c'est de l'enfantillage. Vous savez, hein, vous savez, hein, et tu te mets toujours à bégayer quand tu parles français. Mais quand tu parles swahili, tu parles très bien. Vous savez, hein, c'est toi, un candidat à la présidence, tu ne maîtrises pas la langue de Molière. Bon, ce n'est pas notre langue, mais il faut faire preuve de quelqu'un qui la maîtrise. Vous savez quoi? Quelqu'un qui te pose des questions, il ne sait rien, il veut savoir auprès de toi. Vous savez, hein, vous savez. Monsieur, je t'avais dit, tu ne seras pas président au Congo. Tu vas me rencontrer sur ta route partout où tu vas. Toi, Effet Kyungo Kumanza. Moïse Katumbi, regarde-moi très bien. Tu connais Kilele, c'est moi Kilele. Toi et Kyungo Kumanza, vous m'avez escroqué de l'argent. Ni si moi je mens. Toi et Kyungo Kumanza, vous m'avez escroqué de l'argent par l'entremise de votre envoyé spécial Jean Kankwanda. J'ai les photos de votre émissaire. Vous allez nier? Tu es un escroc, tu es un meurtrier, tu as été dans la complicité de tuer notre confrère. Quand tu m'as manqué, on ne te laissera jamais. Tu as tué beaucoup de Congolais, tu n'es pas Congolais, tu n'as aucun sang, aucune goutte de sang congolais. Tu es un Zambien, Israélien, Espagnol, Gréco, Latin, tout ce que tu es. Et tu voudrais faire ton aventure au Congo. Après que tu aies volé, pillé le Congo, tu passes sur les antennes de la télévision. Non, j'ai quand même un parcours de bon gestionnaire quand j'étais gouverneur. Tu n'as pas été gouverneur par mérite, c'est par complicité, par conspiration, en tuant et en trahissant les gens. Tu blagues parce qu'il n'y a pas une bonne justice au Congo. Tu es une personne qu'on devait déjà appréhender, juger et te pendre publiquement pour des délits que tu as commis. Tu es un voleur, tu es un menteur. Tu penses en sponsorisant Tepe Mazembe, en allant distribuer des lampes tempêtes, des houes, des bêches au Kivu. Cela te donne le mérite de devenir candidat et de diriger le Congo. Un délabré que tu es, un décoloré que tu es, tu voudrais trôner sur le Congolais, sur le nègre, alors que tu n'as pas notre peau, je te discrimine d'abord. Tu n'es pas un Congolais. Ceux qui te suivent, ce sont des flatteurs qui te caressent dans le sens du poil. Tu es un meurtrier, au même titre que Hippolyte Kajambere Kanambe, au même titre que Rubero, que tous les Rwandais, tous les Tutsis qui nous enquiquinent, que Paul Kagame même. Tu es disqualifié et tu ne peux pas être un candidat chez nous. Tu voudrais devenir candidat? Toi et Mukwege, Mukwege, tu n'es pas un Congolais. On te connaît très bien. Tu es un Burundais. Nous avons tous les dossiers sur toi, ta naissance, ta jeunesse, même l'hôpital des Panzi dont on cite, ce n'est pas ton hôpital. Nous connaissons. Tu es un imposteur au même titre que Katumbi, au même titre que Hippolyte Kajambe. Vous êtes des imposteurs. Et la véritable justice nationale et nationaliste doit s'occuper de vous pour vous arrêter et cesser d'enquiquiner le peuple congolais que vous avez meurtri pendant tout ce temps.
Vous êtes des pions des Occidentaux et vous voulez devenir des présidents chez nous? Vous êtes en état de mort cérébrale. Vous pensez que les Congolais ont oublié? Vous pensez que les Congolais ont oublié tous les méfaits, toute la maltraitance? Vous pensez ça? Et vous voulez nous amener aux élections? Qui a besoin des élections au Congo? Là où la population n'est pas identifiée. Pendant des décennies et des décennies, il n'y a pas de carte pour citoyens. Il n'y a pas de recensement. Le pays est occupé et vous voulez organiser des élections? Moïse Katumbi, candidat. Mouzito, candidat. Votre complice, le gourmand, Félix, soi-disant Tshisekedi, candidat. Vous tous, vous ne méritez pas et nous devons vous écarter. On n'a pas besoin de vous. Jean-Pierre Bemba, candidat. Après que son père ait pillé les entreprises congolaises, Jean-Pierre Bemba vient se présenter candidat. Traître sponsorisé par Museveni. Un malade mental. Alors, pour terminer, je vis une photo circuler dans les réseaux sociaux d'un livre qui bientôt va sortir, intitulé Dans les couloirs du silence, signé François Beya, l'ancien patron de service d'espionnage et d'intelligence du Congo. Bon, c'est un livre, nous allons l'acheter, je ne l'ai pas encore lu, hein, mais avoir le titre, Dans les couloirs du silence. Oui, et c'est depuis Mobutu que tu étais toujours dans les couloirs du silence. Les services d'intelligence que tu menais n'œuvraient pas au bénéfice du Congo et des Congolais. Tu es un être traître qui travaillait au bénéfice de l'impérialisme occidental et de l'hégémonie Tutsi. Nous te connaissons. Tu as attendu quoi pour dénoncer le mal de Félix Tshilombo? Tu as attendu quoi? Qu'est-ce que tu as attendu? C'est maintenant, parce qu'on t'a écarté, tu as la chance qu'il ne t'a pas empoisonné comme il a fait avec les autres. Je me demande si tu es encore en bon état, si tu n'as pas été empoisonné. Tu as attendu quoi pour dénoncer tous les mots? Tu penses que ça sera un scoop, que ton livre fera sensation? Espèce d'hypocrite, un félon, antipatrie. J'ai pris les ancêtres pour que tu meurs maintenant. Toi et les autres, les Tutsis qui nous enquiquinent. Les Congolais, il n'y aura pas d'élection. Rejetez les élections. On n'en a pas besoin. Débistons tous nos agresseurs et leurs complices. Tuons-les. Ceci émane de moi. Vip. Jemadar Vip Kirkinele. Pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimpavita, de Kimbangu, de tous les combattants congolais et de tous les martyrs congolais, pour que la nation congolaise soit